crainte sur Al-Oula. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Cannes 2023, le Maroc et la RDC se quittent sur un match nul, 1-1 face à une vaillante RDC. L'équipe nationale n'a pas démérité sur le terrain. En tête de leur groupe, Walid El-Gragui et ses protégés iront confirmer mercredi prochain leur billet au deuxième tour. L'aventure d'un tournoi ivoirien se poursuit. À suivre les temps forts de la rencontre dans notre chronique spéciale Cannes. L'évolution du modèle parlementaire marocain au cœur du message royal adressé mercredi dernier aux participants du symposium commémorant le 60e anniversaire de la constitution du premier parlement élu au Maroc. L'institution législative s'est engagée sur la voie de grandes réformes. Décryptage avec notre politologue Moustapha Sroui. Crise de l'eau, le Maroc assoit un nouveau modèle en matière de dessalement de l'eau de mer. À ce jour, 12 stations de dessalement sont créées et opérationnelles dans le royaume. Parmi elles, celle de Chouka Aïtbaha, une unité pionnière puise dans les vastes côtes atlantiques pour renforcer la desserte de la région en eau. Bonsoir. Tout d'abord, le rappel hebdomadaire des activités royales de la semaine qui s'achève avec Souad Anachad. Mardi, Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé une séance de travail consacrée à la problématique de l'eau. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi continu de la haute sollicitude qu'accorde Sa Majesté le Roi à cette question stratégique, particulièrement dans le contexte actuel marqué par un déficit hydrique. Le ministre de l'Équipement et de l'Eau a souligné dans un exposé que grâce aux actions déjà engagées suite aux hautes orientations royales, plusieurs provinces et régions ont pu être convenablement approvisionnées ces dernières années en eau potable. Le ministre a ensuite présenté le plan d'action d'urgence décliné au niveau des différents systèmes hydrauliques du royaume. Il prévoit une diversité de mesures comprenant à court terme la mobilisation optimale de ressources au niveau des barrages, des forages et des stations de dessalement existantes, la réalisation d'équipements urgents d'adduction et d'approvisionnement de l'eau, et là où la situation l'exige, des mesures éventuelles de restriction de l'eau d'irrigation ou des débits de distribution. Parallèlement et conformément aux hautes orientations royales, il sera procédé à l'accélération des chantiers programmés ayant un impact à moyen terme, en particulier les barrages en cours d'exécution, l'interconnexion entre les bassins du Sbou, du Bourg-Grec et d'Omerber, le programme national des stations de dessalement de l'eau de mer, le programme de réutilisation des eaux usées épurées, le programme de l'économie de l'eau au niveau des réseaux d'adduction et de distribution de l'eau potable et d'irrigation. Sa Majesté le Roi a exhorté les départements et organismes concernés à redoubler de vigilance et d'efforts pour relever le défi de la sécurité hydrique, assurer l'approvisionnement en eau potable à l'échelle de toutes les localités du royaume et inviter le gouvernement à instaurer une communication transparente et régulière en direction des citoyens. Sa Majesté le Roi Amir Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan à Salé. L'imam a focalisé son prêche sur l'importance de l'eau, l'eau étant ainsi magnifiée par le Créateur et compte tenu de son importance pour les hommes, l'islam en a prescrit l'utilisation sage et la gestion rationnelle, sans excès ni démesure, a relevé l'imam, pour qui Amir Mouminin veille constamment à assurer l'approvisionnement des zones urbaines et rurales en cette denrée vitale, et ce, en application de l'ordre divin. L'imam a également mis l'accent sur l'impératif d'éviter toute négligence en la matière et de garder à l'esprit la mise en garde divine. Si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source ? Les funérailles de l'ancien conseiller de Sa Majesté le Roi Feu Abbas Gerari ont eu lieu ce dimanche à Rabat après les prières d'Ad-Dohr et du Mort à la mosquée Chouhada, en présence du conseiller de Sa Majesté le Roi M. Fouad Ali Himba et du ministre des Habous et des Affaires islamiques Cheikh Ahmed Soufek sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi. La dépouille de Feu Abbas Gerari, qui s'est éteint samedi à l'âge de 86 ans, a été inhumée en présence notamment des membres de sa famille et de ses proches et de plusieurs autres personnalités.
Né le 15 février 1937 à Rabat, Feu Abbas Gerari était considéré comme le doyen de la littérature au Maroc et l'un des pionniers de la culture et de la pensée, aussi bien au Maroc que dans le monde arabe. Mercredi 17 janvier a marqué le 60e anniversaire de la constitution du premier parlement élu au Maroc. Un symposium a été organisé dont la séance d'ouverture a été marquée par un message royal dont lecture a été donnée par le président de la Chambre des représentants, dans lequel Sa Majesté le Roi a mis l'accent sur l'approche participative ayant constamment guidé l'élaboration des grandes réformes que le Maroc a connues à plusieurs étapes cruciales d'une histoire nationale jalonné de réalisations et d'évolutions positives. Le rappel des grandes lignes du message royal avec Asman Tazi et Omaymar Ramli. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Sa Majesté le Roi souligne le rôle précurseur du Maroc dans la constitutionnalisation de sa démocratie participative et citoyenne. Une marche à pas ferme vers la consolidation de l'état de droit et des institutions adossées au principe de séparation des pouvoirs et de reddition des comptes. Et le souverain de mettre en avant le modèle parlementaire marocain forgé à partir d'une vision politique clairvoyante, le produit d'une construction locale authentique, graduelle, inclusive et garante de pluralité et de diversité. Sa Majesté le Roi met en avant à cet égard les efforts consentis par le Maroc depuis l'indépendance sur la voie de la consolidation de la démocratie représentative, et ce, depuis le règne de Feu Sa Majesté Mohamed V à l'instauration de l'état des institutions par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II. Le souverain souligne que le dernier quart du XXe siècle fut tout aussi décisif dans la constitution des instances élues. Cela notamment à travers le lancement de réformes d'envergure, le retour au bicamérisme et l'élargissement des compétences dévolues aux organes élus. Fidèle à cette approche, le souverain a affirmé qu'il s'est attaché depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres à lancer et à parrainer de grandes réformes politiques, sociales, économiques et culturelles. L'institution législative a été au cœur de ces réformes structurantes, désormais source de législation par excellence. Le Parlement s'est vu assigner, en plus du contrôle de l'action gouvernementale, la compétence d'évaluer les politiques publiques. Et Sa Majesté le Roi d'énumérer les défis à relever par l'institution législative, reléguer à l'arrière-plan les calculs partisans au profit des intérêts supérieurs de la nation et des citoyens, moraliser la vie parlementaire, affiner le profil des élites parlementaires et élues et favoriser un accès accru des femmes et des jeunes aux institutions représentatives. وحرر بالقصر الملكي بالرباط في يوم الجمعة 29 جمادى الآخرة 1445 هجرية الموافق ل 12 يناير 2024 ميلادية محمد السادس ملك المغرب. Le décryptage de l'actualité de la semaine avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors mercredi, devant le Parlement, Sa Majesté le Roi a mis en avant dans son message la spécificité du modèle parlementaire marocain et son évolution depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. L'institution législative a initié de grandes réformes au fil des 6 dernières années, des 6 dernières décennies. Lesquelles ? D'abord, sur le message royal, le souverain a donné un certain nombre d'orientations en rappelant que le royaume est engagé dans une dynamique de construction démocratique et institutionnelle, qu'il fallait dresser le bilan et le rôle de cette institution constitutionnelle qu'est le Parlement, et qu'il fallait aussi se préoccuper des perspectives de ce modèle de démocratie représentative. Ce qu'il faut relever, là aussi le souverain l'a dit, c'est que le processus marocain est un processus graduel. Ça s'est fait à partir d'expériences, de séquences capitalisées, et c'est sur plus de 6 décennies, il faut le rappeler, sur la base d'un certain nombre de principes. C'est ça la démocratie représentative, c'est un certain nombre de principes, c'est des élections libres et régulières,
c'est le multipartisme. Quand il y a un parti unique, il est difficile de parler de démocratie représentative. Et l'alternance aussi. Et le Maroc, sur ce plan-là, s'est distingué depuis les années 60, donc par une spécificité, c'était précisément le multipartisme, au moment où la mode, si je puis dire, était le parti unique. Donc tout ça devait être dit et rappelé. Alors, sur notre historique à propos de l'institution parlementaire, ça remonte loin. Vous savez, dès le lendemain d'indépendance, Feu Mohamed V avait installé le conseil consultatif, un conseil consultatif, et oui, en 1956, qui était un cadre de représentation des différentes sensibilités politiques de l'époque. Donc ça veut dire que l'idée d'une démocratie représentative était là déjà, et elle a été concrétisée avec la première constitution du Maroc indépendant de décembre 1962, et puis à partir de cette loi fondamentale, donc les élections de mai 1963, les premières élections législatives de mai 1963, les élections locales, en revanche, ayant eu lieu en 1960. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu des élections législatives, et c'est comme ça que le Parlement a été installé suite à ces élections législatives, et c'est comme ça qu'il y a ce symposium pour les 60 ans du Parlement marocain. Alors, sur les étapes de cette construction institutionnelle, il y a un certain nombre d'éléments à retenir. J'ai parlé de la première constitution, évidemment en 1962, mais déjà cette première constitution était un socle qui consolidait et consacrait un bloc de droits et libertés. Étant entendu que ce bloc des droits et libertés avait été préparé en novembre 1958 par des textes sur les partis politiques, les associations, etc. C'est extrêmement important. 1958, avant même la Constitution de 1962. Alors depuis, il y a eu plusieurs révisions constitutionnelles, on le sait, avec des réaménagements, tout ça, jusqu'à la Constitution de 1996, qui a marqué le retour au bicamérisme, c'est-à-dire 2 chambres, chambre des représentants, chambre des conseillers, et puis la grande séquence, c'est évidemment la Constitution de 2011, de juillet 2011, qui là aussi a consolidé, élargi les attributions du Parlement, notamment pour ce qui est du contrôle des politiques publiques, et le fait qu'il y ait un vote d'investiture par la Chambre des représentants en faveur du chef du gouvernement, nommé par Sa Majesté, sur la base des résultats des élections, c'est-à-dire le premier, on le sait. Alors c'est important aussi, cette Constitution, c'est l'indépendance des 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. C'est aussi la consolidation de l'état de droit. Et puis souvent fait référence aussi à la place et au rôle de la diplomatie parlementaire, qui est une diplomatie d'accompagnement et de mobilisation au service de la diplomatie officielle de l'État. Et sur ce plan-là, vous savez qu'il y a des acquis intéressants pour ce qui est de la diplomatie parlementaire. Enfin, un dernier point qui a été relevé par le souverain, qui n'a pas manqué de relief, me semble-t-il, c'est la nécessité d'une moralisation de la vie parlementaire. Avec, je peux le dire, avec l'opinion publique le sait, une vingtaine de procédures judiciaires à l'encontre de parlementaires, ça pose quand même un gros problème. Ça pose un problème quant à la sélection de ces profils-là, puisque ces profils-là sont parlementaires. Ça interpelle également les partis politiques qui fassent davantage montre de sérieux et de sagacité quant au choix de leurs candidats et des parrainages. Et puis, dernier point soulevé par le souverain, c'est la place à accorder aux femmes et aux jeunes. Et donc, tout ça, c'était intéressant et ça donne du relief à un Parlement qui avait besoin, me semble-t-il, de ce recadrage et en même temps de ces orientations-là. On enchaîne, professeur, avec le sommet du mouvement des non-alignés qui a tenu sa 19e édition cette semaine à Kampala, la capitale ougandaise. Ce groupement d'envergure a couronné ses travaux par une déclaration finale, un document qui appuie le processus politique onusien concernant le différend régional autour du Sahara marocain, tout en mettant en avant l'importance des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quel décryptage vous en faites ? Le décryptage, d'abord, c'est que le Maroc est présent à ce sommet des non-alignés. Il est membre fondateur du mouvement des non-alignés, il faut le dire et le rappeler. Deuxièmement, le Maroc participe aujourd'hui et demain
à un autre sommet à Kampala, capitale de l'Ouganda, qui est le sommet des 77 plus la Chine, mais qui est un sommet, lui, tourné sur les questions économiques. Alors, pour ce qui est de ce sommet des non-alignés, le thème central, c'est renforcer la coopération pour une richesse mondiale partagée. Et sur ce plan-là, vous avez fait référence à la position du sommet des non-alignés. Vous savez, c'est 120 pays, 120 pays qui ont apporté leur soutien au processus onusien de paix, aux résolutions du Conseil de sécurité, dont la 2703 du 30 octobre dernier, à la nécessité d'appuyer et de soutenir le travail de facilitateur de l'envoyé personnel d'Antonio Guterres, secrétaire général, en l'occurrence M. Staffan de Mistura. Et donc, et puis, c'est important dans la déclaration finale, ce que j'ai relevé, outre ce soutien au processus onusien, c'est la position marocaine et ça nous ravit évidemment, c'est la nécessité de passer à une phase de négociation plus active. C'est dans le texte de la déclaration finale. Ça veut dire que le statu quo n'est pas tenable et ça veut dire que c'est une invite ferme faite aux partis qui boycottent pour l'instant la formule des tables rondes et les paramètres de négociation, en l'occurrence le pays voisin l'Algérie, à revenir et à se réinsérer dans le processus onusien. C'est une nouvelle expression d'un succès de la diplomatie marocaine sur ces positions-là. Et ce dimanche, à Riyad, se tient le Forum économique maroco-saoudien. Une centaine d'entreprises marocaines se sont déplacées sur place pour prospecter les opportunités d'investissement qui se dessinent pour les deux royaumes. Quel ordre du jour de cette visite ? L'ordre du jour, d'abord, doit être appréhendé à travers une autre approche peut-être. C'est d'un côté le différentiel qu'il y a dans la qualité et la dimension des relations entre les deux pays, Maroc, Arabie Saoudite, et les relations personnelles entre Sa Majesté le Roi et la famille royale saoudienne. C'est connu, c'est un acquis historique. Mais en revanche, le décalage, il tient au fait que le flux et le volume des échanges et des investissements est en deçà de ce seuil que j'ai évoqué, qui est qualitatif. Alors, il faut rappeler qu'effectivement, il y a une délégation de la CGEM de 110 chefs d'entreprise qui est présente. Il y a un forum et qui est en train de plancher sur les voies d'un partenariat renforcé. Dans quel domaine ? Domaine commercial, donc domaine des investissements. Nous avons une balance commerciale déficitaire, fortement déficitaire avec l'Arabie Saoudite. On importe 5 milliards de dollars, essentiellement de l'énergie. On ne vend et on exporte qu'1 milliard de dollars. Donc, vous voyez bien le déficit de la balance commerciale. Donc, il y a des choses à faire dans ce domaine-là. Et puis, ce qui est posé aussi, c'est deux choses. C'est le fait qu'il y a nécessité de mettre sur pied, on en parle depuis des mois d'ailleurs, un fonds et des partenaires financiers. L'Arabie Saoudite a de grandes possibilités financières et sur ce plan-là, nous avons des opportunités à offrir à ces opérateurs saoudiens, notamment dans la perspective des grands chantiers de 2030, comme ce qui a été fait avec les Émirats Arabes Unis d'ailleurs voici un mois et demi. Et je crois que c'est important qu'il y ait ce fonds commun avec des partenaires financiers. Et je crois que 2024 va être une bonne année pour cette relance économique et cette formule de partenariat qui doit se consolider et s'élargir. Mostafa Shimi, professeur de droit et politologue, je vous remercie pour cet éclairage. L'eau, cette précieuse et fragile denrée, se raréfie dans nos contrées. Sa pénurie pose un défi pressant et requiert des réponses urgentes et globales. Pour cela, le Maroc mise sur des projets et des techniques innovantes et adaptées, telles que les stations de dessalement de l'eau de mer, mais pas que. Celle de Choukaït Baha en est l'exemple. Voyons cela dans un reportage de Motassim Billah Bouzawi, Zakaria Mankinbillah. Chaque jour, des analyses physico-chimiques de l'eau sont effectuées dans ces laboratoires. Ces techniciens mesurent des paramètres de dureté, d'alcalinité et de pH, des indicateurs indispensables pour le traitement de l'eau, au niveau de la station de dessalement d'Ouira de Choukaït Baha. Depuis le littoral jusqu'au robinet, tout un processus est engagé. Cette station, il y a une capacité de 275 000 mètres cubes par jour de production. Que 150 000 sont destinés à l'eau potable de notre client, la ONE,
et 125 000 sont destinés pour l'irrigation. Ça, c'est le projet le plus important qu'il y a en Afrique, qui combine les deux modèles de production. La construction de cette station est tombée à point nommé, à une époque où la pénurie d'eau se faisait sentir. Elle approvisionne la région du Grand Agadir à partir de 2022. Cela nous a permis d'avoir un bon approvisionnement en eau durant les 2 premières années et de soutenir la croissance économique de la région. La station Douira a permis de pallier le problème des coupures d'eau potable au niveau du Grand Agadir, au profit d'une population estimée à 1 600 000 personnes. L'agriculture en bénéficie également, à hauteur de 1 500 agriculteurs. La station nous a sauvés. Dans notre zone, il y a environ 60 hectares cultivés. Il n'y avait plus d'eau dans les puits. Nous avons alors dû faire appel au barrage. Avec ce déficit pluviométrique, cette station est venue à la rescousse. Dans la plaine de Chouka, 15 000 hectares sont irrigués. La province occupe une place de premier plan dans la production des primeurs, 85% des exportations nationales. C'est aussi l'un des principaux fournisseurs du marché national en fruits et légumes. Cannes 2023, le Maroc et la RDC se quittent sur un match nul, 1-1. Large vainqueur de la Tanzanie, le Maroc a vite ouvert le score avant que les Congolais n'égalisent en seconde période. Le Maroc maintient sa position de leader à la tête du groupe F avec 4 points. L'aventure ivoirienne continue donc pour les protégés de Walid Regragui qui rentrent à défier la Zambie mercredi prochain pour conclure la phase de groupe et confirmer leur place au 8e de finale. Le débrief du match tout de suite dans la capsule spéciale Cannes avec Boubkar Bnabret. Au stade de Laurent Pocou de San Pedro, le mercure affiche une température approchant les 31 degrés. Le coup d'envoi de la rencontre Maroc-Congo est donné par l'arbitre kényan, Peter Wawero. 1 minute de jeu aura suffi aux Lions de l'Atlas pour se créer la première occasion de scorer. Achraf Hakimi et ses coéquipiers accélèrent le rythme pour mettre toute la pression sur l'adversaire. 6 minutes sur corner tiré par Hakim Ziyech. Achraf Hakimi trouve le chemin défilé. C'est la délivrance. 1-0 pour le Maroc. Numéro 2, Achraf Hakimi. 20e et 31e minute, nouvelles occasions pour le Maroc par le pied de Youssouf Nseri, sans résultat. Les Congolais bénéficient d'un penalty avec un carton jaune pour Amla. Le ballon s'écrase sur le poteau droit de Bono. Le score reste inchangé, 1-0. À la reprise, la RDC accélère et met un peu plus de pression, comme ici à la 48e minute de jeu. 51e minute, occasion d'aggraver le score pour les Lions de l'Atlas par Bouffel, sans résultat. À la 60e minute, Walid Regragui opère 2 changements. Rentrée de Bilal Khanous et Zelzouli à la place de Bouffel et Amla. Les joueurs congolais accélèrent et mettent de nouveau la pression sur le camp des Lions de l'Atlas. Nouveau changement à la 72e minute. Amin Adli fait son entrée à la place de Hakim Ziyech. Il a fallu attendre la 75e minute de jeu. C'est l'égalisation congolaise par Silas. Les Lions de l'Atlas baissent de rythme malgré une nouvelle occasion signée Ayoub Kabi.
Score final 1-1, un match qui a semblé difficile à négocier pour les Lions de l'Atlas en raison peut-être des conditions climatiques à San Pedro. Il y a plusieurs choses à voir. Bon, le résultat ne nous satisfait pas, mais quand on voit la manière dans laquelle on a joué aujourd'hui, après avoir ouvert le score, on s'est un peu relâché. On a des situations pour tuer le match, on ne tue pas le match. Et après, en deuxième mi-temps, on a décidé de subir. C'était pas ce qui était prévu. Mais bon, voilà, on va apprendre de ce match-là. C'est bien, on va redescendre sur terre. On n'a pas été bon, il faut l'accepter. Quand on n'est pas bon, il faut l'accepter. Mais ce qui est bien, c'est que même quand on n'est pas bon, on ne perd pas. Donc voilà, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Pour le groupe F, le Maroc et la RDC se neutralisent 1-1. 18h, autre match du groupe F, Zambie-Tanzanie. Et puis pour le groupe E, l'Afrique du Sud affronte la Namibie, c'est à 21h. Au classement du groupe F, le Maroc est en tête avec 4 points, suivi de la RDC 2 points, troisième la Zambie 1 point, fermant la marche en quatrième position la Tanzanie 0 points. الحالة شوية صعيبة بزاف على خاطر ما كناش تنسافروا بزاف. En 1976, disputer un match en terrain africain était compliqué en raison de plusieurs facteurs liés notamment au climat. Nous avions joué un match amical en Arabie Saoudite avant de nous diriger vers Addis Abeba. ما تشجعناش فيها تعادلنا فيها كنا نربحوا مع La Coupe d'Afrique des Nations de 1976 regroupait de grandes équipes. Nous avions négocié match par match. La première rencontre, nous avons réalisé un match nul face au Soudan, 2-2. Le second match, nous avons battu le Nigeria. Le troisième match face à l'Égypte nous a permis de décrocher de nouveau les 3 points face au Pharaon. Vous savez, jouer en Afrique demande une parfaite condition physique et avoir de très bonnes individualités. Physiquement, les équipes africaines avaient le dessus. Grâce à Faras, Sila et Zahraoui, de fins techniciens, cela nous a permis de dominer nos adversaires. Ils avaient une bonne frappe de balle. Sila était vraiment le poison des défenses adverses. Face à notre adversaire en finale, la Guinée, nous remportons une victoire magnifique, 1-0. Vous connaissez la suite? Nous avons gagné le trophée, nous avons reçu un accueil des plus chaleureux à notre arrivée à l'aéroport de Rabat Salé et tout au long du trajet. La fatigue avait disparu. C'est un jour inoubliable. La sélection marocaine féminine U20 de football a décroché son billet pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA Colombie 2024, malgré sa défaite 0-1 face à son homologue éthiopienne aujourd'hui à Addis Abeba. Un match retour du 4e et dernier tour des éliminatoires africaines du mondial de la catégorie prévu du 31 août au 20 septembre prochain. L'équipe nationale a assuré la qualification au mondial grâce à sa victoire 2-0 face au même adversaire en match aller disputé samedi dernier au stade El Abdi à El Jadida. Il s'agit de la première qualification de la sélection nationale féminine U20 à une Coupe du Monde. L'équipe marocaine féminine U20
s'est qualifiée au 4e et dernier tour des qualifications du mondial U20 après l'avoir remporté face à la Guinée avec un total de 5 buts aller-retour, tandis que l'Éthiopie a éliminé le Mali. Souhaitant bonne chance à la sélection marocaine féminine, et c'est déjà la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.